pas écrire si j'écris, j'écrirai sur l'écran. Alors, il est pas loin de 16h30. On va. Bah, déjà, bonjour. Je crois que c'est la première fois qu'on se voit, parce qu'on avait démarré l'analyse numérique, mais on n'a pas eu l'occasion de se voir. Très bien. Donc, j'espère qu'on pourra continuer. Bonjour. J'espère qu'on pourra continuer à travailler avec un peu de présentiel. Vous n'êtes pas obligé de rester. Je vous ai parti un petit peu pour des raisons de santé. C'est comme vous voulez. Ça peut être bien pour vous et pour préserver la santé de vos camarades. Ok. Alors, donc, premier cours aujourd'hui qui s'intitule donc théorie et traitement du signal. Voilà. Donc, théorie et traitement du signal. Comment va se dérouler ce module? On va, selon la vitesse à laquelle on va avancer, on va pouvoir traiter les points que nous voyons ici dans cette table des matières. Donc, dans un premier temps, on va d'abord définir ce que c'est qu'un signal, ce que c'est qu'un système de traitement du signal. On va donner également quelques exemples d'applications pour comprendre le but de cette matière. On traitera par la suite les systèmes, parce que comme vous le savez tous, quand on parle d'un signal, c'est quelque chose qui porte une information qui est générée par un système. Et ce signal-là, forcément, il a une destination. On n'émet pas un signal pour juste émettre un signal, c'est qu'au fait, ce signal-là, il va finir par arriver quelque part et il va donc rentrer à son tour dans le système et donc il va être traité. Donc on parlera des systèmes. Ensuite, on rentrera un petit peu dans le cœur du traitement du signal en faisant de l'analyse des signaux. Donc ça aussi, on va bien comprendre ce que ça veut dire ce terme-là. Analyser un signal, en quoi ça consiste. Vous avez tous, enfin, peut-être pas tous, mais certains parmi nous ont déjà vu des choses comme la transformée de Fourier, des séries de Fourier. Hein, vous avez vu ça en mathématiques, notamment en classe préparatoire. Et là, maintenant, en cycle d'ingénieur, on va reprendre ces notions-là de série de Fourier, de transformée de Fourier, et on va tenter de comprendre, en fin de compte, quelle est leur signification physique. À quoi ça me sert? Pourquoi je dois faire une transformée de Fourier? Parce que la transformée de Fourier figure dans votre programme de traitement du signal. D'accord? Et puis par la suite, bien sûr, comme on va analyser les signaux, on va aussi analyser les systèmes. Et puis on aura une partie où on parlera un peu des... comment est-ce qu'on va on va utiliser le traitement du signal pour traiter les signaux qui sont bruités. Comment est-ce qu'on va utiliser l'analyse des signaux pour coder l'information. L'idée en fin de compte de ce cours, c'est un cours de mathématiques, mais qui est orienté quand même vers l'utilité de la théorie du signal. Et pourquoi est-ce qu'en fin de compte, un futur ingénieur doit avoir un minimum de base là-dessus
parce que vous allez voir que aujourd'hui, on est entouré de systèmes et de signaux. Partout. Partout, il y a des signaux. Vous montez dans votre voiture, votre GPS, c'est un système. C'est un système qui fait quoi? Il reçoit des signaux, d'accord? Et puis, il les traite et il vous transmet à son tour une information sur votre itinéraire. Voilà. Votre téléphone mobile, c'est un pur condensé de traitement du signal. C'est un système, il se connecte en permanence sur des relais pour savoir si vous avez une communication entrante. Et puis en fin de compte, il y a un protocole qui vous permet d'échanger la voix. Aujourd'hui, vous pouvez faire de la 4G. On va bientôt basculer en 5G, c'est-à-dire qu'on va monter sur des fréquences qui vont aller jusqu'à 3,5 GHz. Donc ça veut dire qu'on va faire du très 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 haut débit. Alors, tout ça en fin de compte, c'est du signal. C'est du traitement du signal. Votre box à la maison, elle reçoit un signal via la DSL, votre boîte à DSL, et un système de traitement du signal. Alors, je ne dis pas qu'on va couvrir tous ces aspects-là, parce que on le fait dans des écoles qui sont spécialisées en ingénierie électronique embarquée, du traitement du signal. Nous, on va rester quand même assez léger. Donc, l'idée, c'est que vous ayez un minimum de culture, de telle sorte à ce que lorsque vous allez vous retrouver avec des ingénieurs et que vous allez travailler avec eux sur des projets, vous soyez en mesure de comprendre une discussion autour d'un système. Qu'est-ce qu'un signal, qu'est-ce qu'un système, etc., etc. Donc ça c'est tout ça c'est c'est un petit peu le speech pour introduire en fin de compte la matière. Donc première des choses, c'est, on va commencer bien sûr par le commencement, c'est qu'est-ce qu'un signal? Alors qu'est-ce qu'un signal? La définition elle est simple. Un signal est la représentation physique de l'information qu'il transporte de sa source à son destinataire. Il constitue la manifestation physique d'une grandeur mesurable. Donc un signal, c'est une information. Ça peut être un courant, ça peut être une tension, ça peut être une onde acoustique, ça peut être une onde électromagnétique. C'est une information qui émane de quelque part et qui va arriver sur un destinataire. Alors, des exemples de signaux. Le signal le plus basique que l'on peut avoir, c'est celui que vous avez traité depuis que vous êtes pratiquement depuis le lycée, c'est la sinusoïde. La sinusoïde, c'est un signal qui est périodique et qui est caractérisé par quoi? Une sinusoïde, c'est caractérisé par une amplitude et une fréquence. D'accord? La fréquence, c'est quoi? C'est l'inverse de la période. Ça, c'est des choses que vous connaissez, vous avez déjà vu. Alors, donc la sinusoïde, c'est un signal, on va dire, de base qu'on sait fabriquer à partir des centrales électriques. Vous avez des sinusoïdes, des signaux qui alternent. Chez vous à la maison, vous avez du 50 volts, vous avez du 50 Hz AC, c'est de l'alternatif, c'est du sinusoïde. Après, la sinusoïde, on peut faire avec des choses. Par exemple, cette sinusoïde que vous avez ici, c'est plus vraiment une sinusoïde. C'est quoi? C'est une sinusoïde qui a été modulée en phase. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand vous regardez, le début est une sinusoïde, et puis elle ne continue pas ici. Il y a ce qu'on appelle ici un saut de phase, c'est-à-dire qu'on va passer sur une sinusoïde où il y a eu une phase de pic. D'accord? Alors, à quoi ça peut servir? Ça peut servir tout simplement pour faire passer une information, comme par exemple un 1 du 0
à 1 à chaque fois que je change de phase, c'est-à-dire que je ne transmets plus la même information, je bascule de 1 à 0. Ça s'appelle un changement de phase. Ça, pour l'instant, ça reste des généralités. Alors, cette même sinusoïde qui est modulée en phase, on peut la transposer en fréquence. Alors, ça veut dire quoi, la transposer en fréquence? Ça, c'est des notions qui sont importantes à comprendre. Quand, par exemple, vous écoutez la radio, d'accord? Vous écoutez la radio, qu'est-ce que vous faites? Quand je veux écouter, au lieu d'écouter BFM, je veux écouter Radio FIP, ou bien Radio Monte Carlo, ou bien Radio Classique, vous faites quoi? Voilà. Vous vous mettez sur une fréquence. En fait, la fréquence sur laquelle vous vous mettez, c'est la porteuse. C'est elle qui porte l'information de la station de la radio. D'accord? Je peux avoir la même musique, une qui vient de Bretagne, l'autre qui vient du sud de la France, et toutes les deux, elles sont portées par des porteuses différentes. Pourquoi? Parce que ça permet justement de les sélectionner au niveau de la radio. Vous fixez votre fréquence. Donc imaginons que par exemple, vous voulez transmettre le signal bleu, donc la sinusoïde qui est modulée en phase. En fait, ce signal-là, si vous voulez le transmettre, vous allez utiliser quoi? Qu'est-ce qu'on utilise pour transmettre un signal dans l'espace? Exactement. On utilise une antenne. Et le problème qui se pose, c'est les dimensions de l'antenne. Comment je dimensionne une antenne? Vous avez des antennes qui sont énormes et vous avez des antennes qui sont super petites. Bonjour. Alors, est-ce que dans votre téléphone mobile, vous avez une antenne? Vous avez une antenne dans votre téléphone mobile? Comment? Alors, est-ce que dans votre téléphone mobile, là, dans mon téléphone mobile, moi je ne l'ai pas sur moi, est-ce que, d'après vous, il y a une antenne là-dedans? Est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous vous souvenez des anciens téléphones mobiles? Oui, il y avait des antennes visibles. Voilà. Donc, si vous regardez un vieux téléphone mobile, le Motorola ou le Sagem, vous avez encore une visibilité sur l'antenne. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je ne vois plus l'antenne? Exactement. Elle est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle est plus petite qu'avant. Elle est toute petite. Donc, ça veut dire que l'antenne, les dimensions de l'antenne, par rapport à la fréquence, comment est-ce qu'on peut comparer les dimensions d'une antenne par rapport à la fréquence du signal qu'elle reçoit ou qu'elle émet? Parce qu'avant, j'avais un téléphone mobile avec de grosses antennes, et au fur et à mesure des années, on a pu miniaturiser cette antenne. Qu'est-ce qui a changé? Parce que les fréquences utilisées sont différentes. Ah, très bien. C'est qu'avant, on utilisait des basses fréquences, et au fur et à mesure qu'on a libéré les hautes fréquences, donc les opérateurs de télécommunications les ont achetés, ces banques de fréquences. Donc plus la fréquence est élevée, plus les dimensions de l'antenne sont plus petites. Voilà, ça va être. Donc vous voyez que si par exemple je veux transmettre ici le signal bleu, le signal bleu, quand on regarde comment il évolue, il est à basse fréquence. Si je veux le transmettre tel quel, il me faut une antenne avec de grandes dimensions. Et vous voyez bien que je n'ai pas envie de me trimballer avec une radio, avec une antenne comme ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier le signal bleu par un signal à haute fréquence, qu'on appelle la porteuse. Et ça va donc me donner le signal rouge, et ici. D'accord? Ce signal rouge, lui, il est à haute fréquence. Il va pouvoir transiter par une petite antenne, et quand je vais le recevoir, il va falloir que je retrouve l'information
C'est-à-dire que je vais faire un calcul d'enveloppe, c'est-à-dire que je vais prendre les maxima locaux de ce signal rouge pour retrouver le signal bleu. D'accord? C'est juste des généralités comme ça que vous devez avoir en tête. Alors maintenant, quand on parle aujourd'hui de la 5G, c'est quoi l'intérêt de la 5G? Et d'aller plus vite, oui, tout à fait. Alors, pourquoi je pourrais aller plus vite avec la 5G? Parce que déjà, j'ai des signaux qui varient sur la bande de 3,5 GHz. D'accord? C'est-à-dire que je vais pouvoir transmettre dans le même espace-temps beaucoup plus d'informations. Voilà. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir faire du haut débit, je vais pouvoir faire communiquer des machines, etc. etc. Sauf que il y a un point dont on ne vous parle jamais parce que ce n'est pas vendeur. C'est qu'au fait, plus la fréquence est élevée, plus la portée est limitée. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends une station qui émet avec une fréquence moyenne, une station par exemple à Lille, elle peut faire parvenir de l'information jusqu'à Paris. Et si dans cette station-là, je prends un émetteur à très très haute fréquence, il ne pourra jamais, d'accord, faire véhiculer l'information jusqu'à Paris. Donc, il va falloir que je mette ce qu'on appelle des relais. Des stations qui vont récupérer le signal, qui vont le réamplifier et qui vont le réémettre. Donc, je ne vous dis pas ça pour avoir peur de la 5G, mais c'est quoi le danger avec la 5G? C'est que je vais pouvoir faire du très très haut débit, mais sauf que je vais être limité en termes de portée. Comme je vais être limité en termes de portée, donc je vais être obligé de dupliquer, d'avoir de plus en plus de relais. Et je vais aller d'un point A à un point B. Ensuite, le problème de très très haute fréquence, c'est du gigahertz. Et l'impact sur la santé, on n'en sait rien. Il y en a qui disent que des études ont été menées, il n'y a pas de problème, on n'en sait rien, en réalité. Et ça ne va pas s'arrêter là, parce qu'après on va passer de la 3.5, on va aller vers la 6, et dès que la 6, il va y avoir trop d'acteurs, on va passer sur la 10, d'accord? Et en fait, les bandes de fréquence, c'est quelque chose d'immatériel, mais qui appartient à l'État. Vous ne pouvez pas aujourd'hui créer un système vous et dire voilà, ben, je vais le faire émettre à 972 MHz. Il faut une autorisation. Si vous n'avez pas d'autorisation et que vous émettez sur une bande de fréquence que l'État ne vous a pas autorisée, vous êtes en infraction. Ok, alors, un autre signal. Donc celui-ci, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui change là-dedans? Et qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous observez? On n'a pas le même nombre de sinusoïdes. On va dire les périodes, elles sont différentes. Non? Voilà, très bien. Donc qu'est-ce que je vois? Une sinusoïde, et puis en fin de compte, sur chaque portion de temps, je vois un changement de fréquence. C'est aussi une façon de transmettre de l'information. Je peux très bien dire que le 1, c'est la fréquence basse, et le 0, c'est la fréquence haute. Et donc, je vais pouvoir transmettre comme ça, des 1 et des 0. Donc, c'est ce qu'on appelle une sinusoïde qui est modulée en fréquence. Vous en avez encore une. Alors, ce n'est plus une sinusoïde, c'est un signal audio. Donc ça, c'est typiquement un signal
que l'on va retrouver derrière une enceinte. Donc, ce signal-là, c'est un signal audio. Ça veut dire qu'au fait, ce signal, c'est la traduction électrique d'un mot, d'une phrase, quelque chose que j'ai prononcé. Et donc ça, en fin de compte, quand ça vient faire vibrer une membrane, cette membrane-là, elle crée à son tour des vibrations mécaniques, acoustiques, sonores. D'accord? Donc ici, quand vous regardez ce signal audio, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce signal? Qu'est-ce qu'on remarque dans ce signal, sans même rien connaître au signal? Et à un moment donné, il y a de l'énergie, après il n'y a plus rien, après il y a de nouveau de l'énergie, après il n'y a plus rien, après de l'énergie, et puis encore un petit peu d'énergie. Donc ça, en fin de compte, c'est typiquement un signal issu de la parole, que quand vous parlez, ben forcément vous créez des moments, il y a des instants où vous n'émettez rien du tout. Quand par exemple je vous dis bonjour, vous voyez bien qu'il y a deux phonèmes là-dedans, il y a le bon et il y a jour. Donc c'est-à-dire qu'au niveau du signal, je vais avoir quelque chose d'énergie sur bon, d'énergie sur jour, et entre les deux, je vais avoir quelque chose sans énergie. Donc si lui, il dit bonjour, elle dit bonjour, moi je dis bonjour, ça va être les mêmes signaux. Ça va pas être les mêmes. Et ils vont quand même avoir les mêmes caractéristiques. Ce sont donc les phonèmes. Le bon à lui, et le vôtre, et le mien, ils n'ont pas tout à fait le même étalement dans le temps, mais ils ont la même forme. C'est comme ça qu'on fait la reconnaissance de la parole. Alors, ce signal audio qui est là, c'est un signal que j'ai créé en prononçant un mot avec 4 consonnes. C'est lequel? Qu'est-ce que j'ai prononcé comme mot pour générer un signal? Votre école, elle s'appelle comment? Ça, c'est EPMI. EPMI, vous captez ce signal, il va avoir cette forme-là. Vous voyez le E, P, M, I. EPMI. D'accord? Alors, donc ça, c'est un signal, voilà, typique qu'on appelle un signal audio. Et vous allez retrouver aussi des signaux chez les cardiologues. Aujourd'hui, même les généralistes, enfin, tous les médecins qui font des électrocardiogrammes, ben, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi maintenant un gars qui fait un électrocardiogramme? Simplement une personne qui est capable de comprendre, d'analyser un signal qui est le reflet du battement cardiaque. D'accord? Donc, quand vous allez chez le cardiologue, il vous fait un électrocardiogramme, en fin de compte, il analyse ce signal-là, qui a l'air un peu simple comme ça, quelque chose qui se répète périodiquement, mais qui en réalité super compliqué, parce qu'il n'est pas vraiment périodique. Et d'un morceau à l'autre, ce n'est pas tout à fait le même. C'est ça qu'il est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le cardiologue, il analyse le temps entre deux pics et il regarde à ce que ce temps-là est le même. S'il voit que vous avez du 0,6, que ça part sur du 1,7, que ça part sur du 0,2, il va dire, ah, cette patient-là, il fait de l'arythmie. Enfin, il n'a pas des battements réguliers. D'accord? Il va simplement faire de l'analyse de signaux. C'est pareil, un cardiologue, c'est un bac plus combien?
un bac plus 10. Bon, il n'a pas fait bac plus 10 juste pour analyser un signal, mais ça fait partie de ses compétences. Bon, voilà un peu les exemples de signaux, d'accord? Donc des sinusoïdes modulés en phase, modulés en fréquence, etc., etc. Et bien sûr, il y a un signal qui est un signal particulièrement embêtant et qu'on appelle le signal bruit. Alors, le signal bruit, c'est quoi? C'est un signal parasite. C'est un signal qui vient dégrader un autre signal qui lui contient de l'information. Ça s'appelle un signal bruit. Voilà, vous n'êtes pas nombreux, mais quand on fait des cours en présentiel complet, là, ça va, vous êtes tranquille, vous êtes calme, vous vous concentrer, il n'y a pas beaucoup de discussion entre vous, voire pas du tout. Mais des fois, quand l'amphi est plein, c'est chaud, il fait bon, on n'a pas de souci du Covid, il n'y a pas de problème, tout va bien, ben, il y a du bruit. Donc, qu'est-ce qu'il fait le prof? Ben, il lève la voix. Pourquoi? Parce que ceux qui cherchent à l'écouter n'y arrivent pas, parce qu'autour d'eux, il y a du bruit. Vous voyez qu'au fin de compte, le bruit, c'est un signal qui vient dégrader un signal utile. Alors, le bruit, c'est quoi? D'où ça vient? Ben, le bruit, déjà, c'est un signal qui est de nature aléatoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment lui trouver une équation. Voilà. C'est aléatoire, ça varie de manière aléatoire dans le temps. Et c'est généré par quoi? Ben, c'est généré par ça peut être généré par des parasites des équipements électriques industriels. L'équipement électrique industriel, c'est en effet une entreprise qui reçoit des câbles de haute tension, ça émet des ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques se propagent et elles viennent perturber votre système. Et vous avez également ce qu'on appelle des perturbations impulsionnelles qui sont engendrées par des commutations de courant. Donc vous savez tous que dans une carte électronique, une carte électronique, quand on regarde, si on fait un zoom, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a des circuits intégrés. À l'intérieur d'un circuit intégré, il y a quoi? Il y a encore des micro-circuits. Mais si on descend jusqu'à la couche la plus basse, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des transistors. Transistor, c'est quoi? C'est un peu comme un interrupteur. Il laisse passer le courant ou il le coupe. Entre le moment où il le laisse passer et le moment où il le coupe, c'est des transitions brutales. Et ces transitions brutales génèrent du bruit, c'est-à-dire des petites ondes électromagnétiques. Et au niveau de la carte, on voit que lorsqu'on fait une mesure sur un oscillo, on s'attendait à un signal parfait, mais en réalité, on voit qu'il y a du bruit dessus. Ok, donc voilà un peu les signaux. Et puis, bien sûr, on va s'intéresser, nous, à la théorie du signal. La théorie du signal, c'est l'ensemble des outils mathématiques qui permettent de décrire les signaux émis par une source ou modifiés par un système de traitement des signaux. Là, c'est la théorie du signal. La théorie du signal, c'est des maths. Tandis que le traitement du signal, c'est une discipline qui est plus technique, qui s'appuie sur les ressources de l'électronique, de l'informatique et de la physique appliquée, et qui a pour objet l'élaboration et l'interprétation des signaux. Son champ d'application se situe donc dans tous les domaines concernés par la perception, la transmission ou l'exploitation des informations véhiculées par des signes. Bon, tout ça pour dire quoi? La théorie du signal, c'est des maths, et le traitement du signal, c'est quoi? C'est l'application de ces mathématiques-là pour en faire une réalité
industrielle, c'est-à-dire pour pouvoir débruiter un signal, faire de la reconnaissance de forme, faire de la reconnaissance de forme aussi. Vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, vous pouvez faire avec votre téléphone mobile, vous pouvez rechercher une information vocalement. Ça veut dire qu'en fait, il y a un système derrière qui a analysé le signal vocal et a pu extraire de ce signal vocal un signal textuel qu'il a mis sur le moteur de recherche et ensuite vous avez l'information. Alors, tout ça, ça se résume en quoi? Ça se résume par une matrice. Et dans cette matrice, à gauche, on a une palette. Une palette de quoi? De transformation en mathématiques. Dans cette palette, on va retrouver quoi? Des opérations élémentaires, plus, moins, diviser, multiplier. Ça, c'est normal. On va retrouver la dérivation, des choses que vous avez déjà vues. On va retrouver de l'intégration, du calcul matriciel, du calcul de corrélation, de convolution, transformé de Fourier et transformé d'Arc. Donc ça, c'est des maths. Et puis, à côté, sur la barre transversale, vous avez la partie traitement, c'est-à-dire l'élaboration, c'est-à-dire la création de signaux, et l'interprétation, c'est-à-dire le récepteur, quand il va recevoir un signal, il va l'interpréter. D'accord? Par exemple, il va pouvoir calculer sa période, il va pouvoir calculer son amplitude, sa phase, donc maintenant il va faire un traitement dessus. Donc tout ça, ça se résume comment? Ça se résume par un petit système qu'on voit de moins en moins aujourd'hui. Et si vous avez encore des grands-parents, ils ont tous une radio à la cuisine. La cuisine a une radio avec une antenne. D'accord? Si vous regardez une radio, c'est un système complet de traitement du signal, même s'il est basique. Pourquoi? Une radio, ça reçoit quoi? Des ondes électromagnétiques. À l'intérieur, ces ondes électromagnétiques, elles sont transformées en ondes électriques, un signal électrique, qui est traité, qui est débruité pour générer un signal acoustique. Vous voyez que la radio, en fin de compte, elle a joué le rôle d'un transformateur entre une onde électromagnétique et une onde acoustique. À l'intérieur d'une radio, il y a quoi? Là, il y a du filtrage, il y a de l'amplification, d'accord? Donc, il y a des composants simplement électroniques. Donc, ça, en fin de compte, la radio, c'est un pur système de traitement du signal. Voilà, alors on va passer un petit peu en revue quelques applications et après on rentrera un peu plus dans le vif du sujet. Alors, applications par exemple comme la téléphonie mobile. La téléphonie mobile, vous voyez bien tous que c'est quoi? C'est des téléphones qui vont communiquer avec des relais. Les relais sont rattachés via des câbles à une centrale d'interconnexion à laquelle est rattachée, bien sûr, toute la téléphonie filaire. Donc, tout ça, en fin de compte, c'est du signal qui transite, d'accord? Une partie sous forme électromagnétique et une partie sous forme d'ondes électriques. Une application un peu plus, je dirais un peu plus à la mode depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle la vision industrielle. Donc, la vision industrielle, c'est du traitement du signal, mais plus spécifiquement, ça s'appelle du traitement d'image. D'accord? L'image, on peut voir ça comme un signal.
Donc ici, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez comme application? Vous avez simplement une caméra qui capte les images. Les images sont ensuite traitées. Et en quoi consiste le traitement? Tout simplement à compter le nombre de petites croix en verre. C'est ce qui permet en fin de compte de compter le nombre de bouteilles que j'ai dans un carton. D'accord? C'est ce qu'on appelle de la vision industrielle. Donc là, vous voyez que par exemple, juste une application comme celle-ci, bon, c'est sûr, on va dire, voilà, c'est au lieu d'employer une personne qui va compter les bouteilles qui passent sur un tapis, là, je vais mettre un système de vision. Le système de vision va me coûter beaucoup moins cher qu'une personne qui va passer son temps à compter. Elle ne pourra pas le faire continuellement, puisqu'au bout d'un moment, elle sera fatiguée. Donc ici, je capte une image, et derrière, vous imaginez bien qu'il y a un algorithme qui va venir scruter pixel par pixel et reconnaître les formes en croix, d'accord? Et puis les additionner pour connaître le nombre de bouteilles qu'il y a dans le carton. Pareil, des volets qui s'ouvrent, qui se ferment de manière automatique selon la luminosité qu'il y a dehors. On va retrouver des capteurs de luminosité qui vont donc communiquer avec ce qu'on appelle des concentrateurs. C'est des systèmes qui ont des antennes et qui communiquent sur des protocoles particuliers. Et derrière, on va trouver un circuit de commande pour lever ou baisser des stores. Si il y a de la luminosité dehors, il y a du soleil, je vais laisser mes stores ouverts pour éclairer à l'intérieur. Et quand il n'y a plus de luminosité à l'extérieur, je peux baisser mes stores et déclencher la lumière en interne. C'est un système automatique d'éclairage, par exemple. Et puis, bien sûr, vous avez encore un système, celui-ci que vous n'aimez pas bien, enfin, peut-être pas vous, c'est le radar. Le radar, c'est un sacré système de traitement du signal. Ça fonctionne pas par effet Doppler, monsieur? Oui, c'est ça. Le radar, le but, c'est quoi? Le radar, il émet une onde avec une certaine fréquence. Cette onde-là, elle vient, dès qu'elle rencontre un obstacle, elle se réfléchit. Elle se réfléchit avec une fréquence qui va être quelque part corrélée à la vitesse de l'obstacle. D'accord? Si par exemple, le radar émet une onde sur une voiture qui se rapproche du radar, la fréquence de l'onde réfléchie va être plus élevée que la fréquence de l'onde émise. Et si c'est quelque chose qui s'éloigne du radar, la fréquence de retour va être plus petite que la fréquence de l'onde qui a été émise. Donc en analysant cette fréquence, je peux savoir si ce mobile-là est en train de se rapprocher ou de s'éloigner. D'accord? Et puis, allez, encore deux autres applications. Voilà, ça c'est aussi une application qui est très bon. On va dire que c'était très en vogue il y a encore quelques années. Parce qu'il y a encore quelques années, on n'avait pas le haut débit qu'on a aujourd'hui. Et donc, on était obligé de faire ce qu'on appelle de la compression d'image. C'est-à-dire que j'avais une image, et pour pouvoir la faire transiter sur un réseau, on l'a compressée. Ça veut dire quoi on l'a compressée? Ça veut dire que tout simplement, on lui faisait subir ce qu'on appelle une DCT, c'est une transformée mathématique en cosinus, qui permet en fin de compte de extraire de l'image les zones où il y a de l'énergie. C'est généralement concentré là où sont les coefficients les plus faibles.
Et en fin de compte, on fait une quantification, un codage, et on arrive en fin de compte à partir d'une information visuelle à générer une autre forme d'information qui, à son tour, quand elle est décompressée, nous fait redonner l'image d'origine. Donc, vous voyez, par exemple, juste sur ces deux images que vous avez ici, vous voyez bien que qu'est-ce qui s'est passé entre l'image d'origine, ici, qui mesurait donc 72 kg, on a pu la compresser, on est tombé à 3,4 kg. Et bien entendu, après, quand on l'a décompressé, c'est des opérations mathématiques qu'on a fait dessus, là, on a restitué une image qui n'est pas tout à fait celle qu'on avait à l'origine. Donc on a eu une perte d'information, mais elle reste quand même visuellement acceptable. Donc avant, on faisait beaucoup de compression d'images parce qu'on avait du bas débit. Et comme vous le savez, si je veux faire transiter un film sur un réseau, au cinéma, c'est combien d'images par seconde quand vous allez au cinéma? Enfin, quand on allait. 120. 120? Non, 120, vous n'allez plus rien voir. On est à 25 images. C'est en dessous du 30 FPS? Ouais. On est à peu près. Mais, 30 FPS, c'est pas le minimum. Comment? 30 FPS, c'est pas le minimum pour une vidéo, non? Alors, ça peut être le minimum, mais c'est entrelacé. C'est-à-dire que vous avez les lignes paires et c'est après les lignes impaires qui viennent s'afficher. Mais l'œil, il ne fait pas la distinction. Mais le 25 images par seconde, c'est ce qui permet en fin de compte d'avoir l'effet de mouvement. Et la télévision, c'est 24. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en une heure, il faut en faire passer des images. Et chaque image, ça occupe beaucoup de mémoire. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait compresser, transiter, décompresser, afficher. Voilà. Alors, dernière application, c'est la reconnaissance vocale. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a plein de systèmes que vous pouvez commander à la voix. Depuis l'ouverture de la porte de votre garage jusqu'au démarrage de votre voiture. Là, c'est pareil. Il y a des systèmes de reconnaissance vocale. Donc, il y a un signal qui va être amplifié, filtré, et on va faire une analyse de ces phonèmes pour pouvoir le rapprocher d'un mot et faire, bien sûr, de la reconnaissance de la parole. OK. Donc, tout ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Et on va donc maintenant rentrer dans un peu de mathématiques. Alors, les applications du traitement de signal sont élaborées à partir de signaux et de systèmes. Pour pouvoir les modéliser, on se sert de la description mathématique et la représentation des signaux et des systèmes. Donc, la première chose que l'on va faire, on va distinguer d'abord un signal x de t continu d'un signal x de t qu'on appelle à temps discret. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux signaux? C'est qu'il y en a un qui est représenté continuellement. Je peux connaître sa valeur quel que soit l'instant t. Et l'autre, c'est quoi l'autre? C'est un signal dont je ne connais les valeurs que sur certains instants. Les instances d'échantillonnage. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'échantillonner un signal? Tout simplement. Pour le numériser. Exactement. Pour pouvoir le numériser, pour pouvoir le traiter, il faut au préalable l'échantillonner. Donc, on va parler de signal à temps discret ou de signal continu. Ça reste encore des généralités. Signaux réels
signaux complexes. Bon, ça aussi, c'est très facile à comprendre. Un signal x de t est réel si ses valeurs sont réelles, il est complexe. Si je peux le mettre sous la forme x indice 1 de t plus j fois x indice 2 de t, avec bien sûr le nombre complexe j carré qui vaut moins 1. Signaux déterministes, signaux aléatoires. Ça, vous n'avez même pas besoin de lire ce qui a marqué. Vous savez tous ce que c'est qu'un signal qui est déterministe. C'est un signal qui est aléatoire. C'est quoi la différence? C'est qu'il y en a un qui est décrit par une équation, tandis que l'autre, comme il est aléatoire, je ne peux pas lui associer une équation. Je peux juste avoir les caractéristiques statistiques de ce signal. D'accord? Comme le calcul d'un moment, d'une moyenne, d'une variance, d'un écart type. D'accord? Ça, je peux le faire sur des signaux aléatoires, mais je ne peux pas trouver l'équation d'un signal aléatoire. Signal pair, signal impair. Vous allez me dire, ça c'est facile. On a déjà vu ça quand on était en classe prépa et même au lycée. Alors, n'importe quel signal x de t peut être défini par la somme de deux signaux. Un signal pair et un signal impair. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je prends un signal quelconque, je peux dire comme quoi ce signal x de t, c'est x indice p de t, c'est-à-dire que c'est un signal pair, plus x indice i de t, plus un signal impair. Alors pourquoi est-ce que je peux affirmer que n'importe quel signal peut s'écrire sous la forme d'un signal pair plus un signal impair? Il suffit de voir que x indice p de t, si je l'écris comme étant égal à 1 demi de x de t plus x de moins t, d'accord? Et que x indice i de t, c'est 1 demi de x de t moins x de moins t, vous voyez bien que si je fais l'un plus l'autre, je vais bien retrouver x de t. Comment est-ce que je sais que l'un est pair et l'autre est impair? Comment je le vérifie? On va tester, non? On va tester quoi? On fait pas f de moins t, f de moins x et f de x, non? En gros, non. Donc ici, comment je vois que x indice p de t est un signal qui est pair? Qu'est-ce qu'il faut que je... Là, vous pouvez me répondre quand même. Il faut que xp de moins t soit égal à xp de t. Est-ce que c'est le cas? Oui. Voilà, donc il est pair. Et comment je vois que x indice i de t est impair? Il faut que x p de t soit égal à moins. Voilà, si je fais Ouais. x indice i du moins t, je me rends compte qu'il est égal à moins x indice i de t. Faites-le. Exercez-vous. D'accord? Alors, le produit de deux signaux pairs est un signal pair. Le produit d'un signal pair par un signal impair est un signal impair. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous comprenez? Oui? C'est facile. Si je prends un signal pair x indice 1 de P et un autre signal pair x indice 2 de P et que je les multiplie entre eux, je vais forcément retomber sur un signal pair. Pourquoi? Parce que je vais bien avoir x de t qui sera égal à x de moins t.
Si maintenant, je m'intéresse au produit d'un signal pair, pas un signal impair, le produit va me donner comment? Un signal qui est Impair. impair. Très facile, puisque vous avez x de moins t qui est égal à x indice p de moins t que multiplie x indice i de moins t. Il y en a un qui est impair, l'autre qui est pair, ça me redonne moins x de t. Donc j'ai bien x de moins t qui est égal à moins x de t. Alors, est-ce que vous allez, là ce que je vous demande de, vous devez prendre l'habitude d'une chose. J'aime bien insister sur ce point-là. C'est pas que j'aime bien, pardon. Et je trouve que les mathématiques, il faut les observer. Il faut apprendre à observer. Si vous savez observer, vous pouvez très bien comprendre les maths sans avoir forcément, comme on dit, la bosse des mathématiques. Vous voyez bien que si je prends un signal qui est ici pair à gauche et que je multiplie par un signal qui est impair, celui qui est à droite, qu'est-ce qui va se passer? J'ai forcément un signal qui va être impair. Pourquoi? Parce que je vais avoir des formes. À droite, je vais avoir deux formes qui sont sur le côté positif. Et à gauche, je vais avoir les mêmes formes, mais dont une est sur le côté négatif. Donc forcément, la multiplication va me donner en valeur absolue la même chose. Donc savoir observer est important. Alors bien sûr, les signaux périodiques, ben, c'est celui qu'on a vu au tout début du cours. Qu'est-ce qu'un signal périodique? C'est un signal qui se répète, c'est-à-dire que x de t plus grand t, c'est égal à x de t. Grand t, c'est quoi? C'est ça, période. Ça, c'est très basique. Alors, regardons un peu ce signal. Elle vaut combien, sa période? Écrire. T, grand T. Donc, celui-ci est un signal périodique de période grand T. Est-il périodique de période 2 fois grand T? Oui. Et 3 fois grand T? Oui. Donc, en fin de compte, c'est quoi ce grand T? Voilà. C'est ce qu'on appelle la période fondamentale. D'accord? C'est-à-dire que si je descends en dessous, ben, il n'y a pas de nombre en dessous qui m'assure la périodicité du signe. Donc ici, la période fondamentale T indice 0 d'un signal périodique est la plus petite valeur telle que x de t plus t0 égale à x de t pour tout t. Donc ici, ça c'est t0. Alors, on va maintenant un petit peu philosopher, c'est bien de philosopher un peu quand on fait du traitement du signal. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un signal qui est constant? C'est quoi un signal qui est constant? Il est comment? Il a la même valeur, quelle que soit t. Est-ce que on peut dire que c'est un signal qui est périodique? S'il est constant. Ben oui, A priori, oui. a priori, oui. Sauf que un signal qui est constant n'a pas de période fondamentale. Puisqu'à chaque fois que je vais
lui donner une période, je vais pouvoir en trouver une qui est plus petite. Et je vais pouvoir aller comme ça à l'infini, dans l'infiniment petit. Et donc, en fin de compte, ça veut dire qu'un signal qui est constant n'est pas un signal qui est périodique. Pourquoi? Parce que je ne peux pas lui trouver de période fondamentale. Donc, tout signal qui n'est pas périodique est appelé apériodique. Alors, ça aussi, je vais vous faire réfléchir là-dessus, peut-être sous forme d'un exercice. Si je prends un signal x indice 1 qui est périodique, et je l'additionne à un signal x indice 2 qui est périodique aussi, à quoi je m'attendrai? La somme des deux. Ça dépend de la taille des périodes. Ah, oui, mais en fin de compte, je n'obtiendrai pas. La somme de deux signaux périodiques n'est pas obligatoirement périodique. C'est-à-dire, il raconte n'importe quoi. C'est-à-dire, je prends un signal qui est périodique, je l'additionne à un autre signal qui est périodique, la résultante est un signal qui est périodique. Ben, je vous dis que non. Ce n'est pas obligatoire. Alors, théoriquement, pratiquement, vous allez toujours obtenir un signal périodique. Alors, comment est-ce qu'on va comprendre? Ça veut dire qu'au fait, pourquoi est-ce qu'on dit que théoriquement, ça peut ne pas être périodique? Ben, il faut qu'au fin de compte, le rapport des deux périodes, du signal 1 et du signal 2, soit un nombre qu'on appelle un nombre rationnel. D'accord? Un demi, un tiers, 2/17e, tout ça, ce sont des nombres qui sont rationnels. C'est quoi un nombre rationnel? C'est un nombre que je peux mettre sous forme d'un. Par exemple, 0,33 à l'infini. 0,33. Est-ce que c'est un nombre qui est rationnel? Non? Alors, tapez sur votre calculatrice 1 divisé par 3. Bah si, c'est un tiers. Voilà. C'est un tiers. C'est un nombre qui est rationnel. Est-ce que racine carrée de 2 est un nombre rationnel? Non. Non. Alors, ça vaut combien racine carrée de 2? Allez, prenez une calculatrice, tapez racine carrée de 2. Combien ça vaut? Combien? Avec le confinement, ça n'arrive plus. Combien? 1,41, combien? Allez. Oui? Ok. Après, ça y est? Il n'y a plus rien? Il n'y a plus rien. Voilà, à calculer, exactement. Mais dans la réalité, théoriquement, il y a quoi? Il y a une infinité de chiffres. Et donc, c'est un nombre qui est irrationnel, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir mettre racine carrée de 2 sous la forme de A divisé par B. Il n'existe pas de A et de B, parce que A divisé par B me donne racine carrée de 2. Sauf que dans la réalité, vous, quand vous utilisez racine carrée de 2, imaginons que vous utilisez racine carrée de 2 dans un programme informatique. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, voilà, 1, 2, 2, bon, je vais prendre 1,41. 1,41, sauf que si vous prenez 1,41, vous l'avez rendu rationnel. Pourquoi? Parce que 1,41, c'est 141 divisé par 100. Prenons pi. Pi est un nombre qui est irrationnel. Mais quand vous l'utilisez dans vos calculs, vous utilisez quoi comme valeur?
114, vous l'avez rendu rationnel. Par votre calcul, vous l'avez rendu rationnel, puisque vous avez enlevé toute une partie, et donc vous l'avez approximé. Et dès que vous l'avez approximé, ben, ça veut dire qu'en fin de compte, vous avez rendu les choses périodiques. D'accord? Et donc, du coup, c'est pour ça que je vous dis ici, et on essaiera de faire un exercice là-dessus, la somme de deux signaux périodiques n'est pas obligatoirement périodique. Mais pratiquement, oui. Pourquoi? Parce que pratiquement, vous manipulez des nombres avec une précision limitée, ce qui les rend nombres rationnels. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans de la physique des choses. La puissance. La puissance instantanée d'un signal x de t est définie par quoi? Par p de t égale x au carré de t. C'est quoi la puissance? Ça exprime quoi la puissance? Ce sont des joules par seconde. Donc, ça veut dire que l'énergie élémentaire d'un signal est définie par E de t, qui est égal à P de t, qui multiplie dt. Et ce sont donc des joules. Donc, quelle est l'énergie qui est transportée par un signal pendant un court instant dt? Ben, c'est la valeur qu'a le signal à cet instant au carré multiplié par dt. Ce qui nous amène donc à quoi? À l'énergie totale d'un signal. Ben, ça va être tout simplement l'intégrale, donc la somme de ces énergies élémentaires. Et par conséquent, donc intégrale de moins l'infini à plus l'infini de P de T dt. Et ça, donc, ça va me donner l'énergie totale d'un signal. Alors attention, on va maintenant entrer dans des concepts qui sont un peu perturbants au début, mais après vous allez les comprendre. Qu'est-ce que la puissance moyenne? Qu'est-ce que la puissance moyenne? Ça va être l'énergie divisée par le temps. D'accord? Donc je vais intégrer de moins l'infini à plus l'infini et de t, et je vais bien sûr diviser ça par t. Alors maintenant, ce qui est un peu perturbant, c'est cette histoire de limite quand t tend vers l'infini. Alors ça, c'est un petit peu embêtant, parce que vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi, est-ce que lorsque je calcule la puissance moyenne d'un signal, je dois intégrer entre deux bornes, visiblement, qui tendent chacune vers l'infini. Alors, je vais vous expliquer un petit concept que vous allez comprendre. Donc, regardez tous le signal bleu. D'accord? Donc, le signal bleu, c'est quoi? C'est un signal. Alors, mathématiquement, comment il est vu? Mathématiquement, il est vu comme un signal qui vaut 0, depuis moins l'infini, jusqu'à un instant donné où il a des valeurs, et il retombe ensuite à 0. Et il reste à 0, le signal bleu. Donc vous, si on vous dit, est-ce que ce signal, si on me demande de calculer son énergie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'élever au carré et je vais l'intégrer. C'est tout ce que je fais. Je vais trouver une valeur. Et si on me demande de calculer
sa puissance moyenne, qu'est-ce que je vais faire? Imaginons que je vous demande de me calculer la puissance moyenne de ce signal. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben déjà, vous allez calculer le carré. Vous allez l'intégrer, vous allez obtenir son énergie. Ensuite, vous allez diviser son énergie par quoi? Pour avoir sa puissance moyenne. Par quoi? Par le temps. La question, c'est quel temps? C'est quel temps? Est-ce que je vais le diviser par la différence entre ces deux instants, donc ce temps-là, ou est-ce que je vais prendre ce temps-là, ou bien est-ce que je vais prendre ce temps-là? Lequel de temps je prends? Pourquoi? Surtout qu'après, avant et après, c'est nul. Voilà. Très bien. Alors pourquoi vous dites ça? Vous dites, ah, ben, je suis quelqu'un de normal, je prends le temps où il commence à ne pas être nul, et je m'arrête là où il recommence à être nul. C'est ça, au fait. Comme ça que je réfléchis. Alors, en réfléchissant comme ça, au fait, vous avez réfléchi, et bien réfléchi, hein, ne vous inquiétez pas. Vous avez réfléchi comme un physicien, ce qui est normal. Sauf que un mathématicien, lui, il ne va pas réfléchir comme vous. Pas parce qu'il est plus intelligent que vous, c'est que lui, en fait, comment il va réfléchir? Il va dire, mais pourquoi vous vous limitez juste à ce temps-là? Donc vous allez lui répondre quoi? Ben parce que ailleurs, le signal, il est nul. Mais il va vous répondre. Et alors? Il existe. Donc, en fait, pour le mathématicien, un signal, lui, même quand il vaut 0, ben, ça reste un signal. Et qu'est-ce qu'il a de particulier? Ben, il est nul, simplement. Alors que pour le physicien, il n'existe pas. Donc, il y en a un qui dit, non, il existe, mais il est nul. Et l'autre, il lui dit, non, comme il est nul, il n'existe pas. C'est pour ça qu'on avait en fin de compte cette définition de moins l'infini à plus l'infini. Donc en fin de compte, selon le physicien, ce signal bleu, il va avoir une puissance moyenne. Et selon le mathématicien, sa puissance moyenne, elle vaudrait combien? Allez, essayez de me répondre. Son énergie divisée par son temps d'existence. Zéro. Exactement. Vrai, 0. Monsieur, j'ai pas compris pourquoi 0. Parce qu'en fait, on va prendre son énergie. C'est le raisonnement, en fait. C'est le raisonnement entre maths et physique que j'ai pas compris, en fait. Ah oui, le raisonnement, il n'est pas compliqué. C'est que pour un mathématicien, le signal bleu là que vous voyez, c'est un signal qui a existé, qui existe et qui existera. Donc, en fin de compte, il a un temps de vie qui est illimité. Même quand il est nul. Alors que pour le physicien, le temps de vie, c'est juste le temps pendant lequel il n'est pas nul. Voilà. Donc, chacun a une notion de temps qui est différente. Donc, un signal, alors c'est pour ça que maintenant on va mieux comprendre les définitions que vous avez ici. La puissance moyenne, vous voyez comment elle est définie ici? Elle est définie comme étant égale, intégrale de moins l'infini à plus l'infini de P de T dt. Donc, signal à énergie finie. Un signal est un signal à énergie finie si l'énergie totale du signal est finie. Exact.
exactement comme l'histoire du signal bleu que je vous ai montré ici. Il est à énergie finie, ce signal. Pourquoi il est à énergie finie? Parce que vous voyez bien que si je l'élève au carré et je calcule la somme et je l'intègre, je vais obtenir un nombre fini, tout simplement. Donc, un signal est un signal à énergie finie si l'énergie totale du signal est finie. Par conséquent, il en découle qu'un signal à énergie finie a une puissance moyenne, P moyenne, qui elle vaut 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais le multiplier ici. Je vais multiplier quelque chose de fini par quelque chose d'infini. D'accord? Donc, je vais multiplier cette énergie-là qui est finie par un 1 sur T qui lui tend vers 0. Donc, j'aurai une puissance moyenne ici qui vaudra 0. Pourquoi? Parce que l'énergie est finie. D'accord? Signal à puissance finie. Un signal est un signal à puissance finie si la puissance moyenne du signal est finie. Ça veut dire que ce P moyenne est compris entre 0 et l'infini. Cela implique que l'énergie totale du signal est telle que l'énergie totale est égale à l'infini. Alors tout ça, ce n'est pas de la philosophie. Si je dis que ce P moyen qui est là, il n'est pas nul, d'accord? Si je dis qu'il n'est pas nul, alors que je vois bien qu'il résulte d'un 0, j'ai 1 sur T ici, qui multiplie une quantité. Donc, s'il n'est pas nul, ça veut dire que la quantité qui est à droite ici, elle est infinie. Pourquoi? Parce que si elle était finie, multipliée par 1 sur T qui tend vers 0, j'aurais eu P moyen qui vaudrait 0. Et comme je dis qu'il ne vaut pas 0, donc forcément, ça veut dire que ce 1 sur T qui lui tend vers 0 multiplie une quantité qui, elle, est infinie. Alors vous allez me dire, attendez, c'est un cours de traitement de signal ou de philosophie? Maintenant, vous allez réfléchir un petit peu. Vous allez me dire, quel est le signal qui a une puissance moyenne qui est finie? Un signal que nous voyons tous les jours. Un signal. Sans lui, on ne pourrait pas faire grand-chose. Sans lui, on serait peut-être dans l'obscurité à cette heure-ci. Le soleil, exactement. Est-ce que le soleil, et vous voyez bien que le soleil a une puissance moyenne qui est finie. Pourquoi? Parce que si je vais au soleil, là, je mets ma main au soleil, surtout moi qui suis brun, je ne vais pas brûler. Vous voyez bien que je vais être touché par un flux lumineux qui est fini. D'accord? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, le soleil, lui, en réalité, on peut le voir comme un signal qui est dans l'énergie et comment? Infini. Exactement. Donc le soleil, on peut le voir comme un signal à énergie infinie. Et comme le soleil, en réalité, je ne suis pas sûr que ça soit, je ne sais pas si on peut dire même le mot réalité, mais le soleil, lui, quand vous êtes né, il était là. Et quand vous allez quitter ce monde-ci, il sera encore là. Donc maintenant, c'est un signal c'est un signal qui a existé, qui existe et qui existera. Donc vous voyez bien que c'est un signal à énergie qui est infinie. D'accord? Et comme je le divise par une base temporelle qui est infinie, d'accord? Donc ça me donne une puissance moyenne qui, elle, est finie.
Ok, alors c'est parti. Donc maintenant, bon, après, il faut quand même, on va quand même revenir un peu sur Terre, parce qu'en fin de compte, quand il s'agit d'un signal périodique, on va dire qu'un signal périodique est un signal à puissance moyenne finie si l'énergie du signal sur une période est finie. D'accord? Pour les signaux périodiques, on va s'intéresser à ce qui se passe sur une période, à condition que sur une période, qu'il n'y ait pas de discontinuité. Hein, en mathématiques, vous savez ce que c'est? Une fonction continue, une fonction discontinue, c'est-à-dire que chaque point a la même valeur selon que je m'approche à droite ou que je me rapproche à gauche. Donc voilà un signal périodique continu et celui-ci présente des discontinuités. Alors maintenant, on va rentrer maintenant un peu plus. Là maintenant, je vous demande de vraiment prendre des notes parce qu'on va rentrer dans des choses pas très compliquées, mais c'est important que vous les compreniez. Les signaux élémentaires. Le signal élémentaire le plus basique, d'accord, que l'on va manipuler dans les cours qui viennent, c'est l'échelon unitaire. Ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. L'échelon unitaire, c'est quoi? Là, c'est un signal qui est défini par U de t, qui vaut 1 si t est supérieur ou égal à 0, et qui vaut 0 pour t inférieur à 0. C'est très simple comme signal, il n'y a pas plus simple que ce signal-ci. Vous avez ici deux graphes. Un qui représente U de t et un autre qui représente U de t moins t0. T0 étant positif. On le voit bien sur le graphe. T0. Donc, qu'est-ce que je peux dire de U de t moins t0 par rapport à U de t? C'est quoi le vocabulaire qu'on utilise? Il est déphasé. Non. Il est en retard. Exactement. Il est retardé. Alors, ça veut dire quoi, il est en retard? Ça veut dire qu'en fait, cette transition de 0 à 1, elle se produit plus tard. Elle se produit à l'instant T0. Alors que dans le signal U de T, elle se produit à l'instant 0. Alors si maintenant T0 était négatif, comment serait U de T moins T0? Il serait en avance. Là, qui présenterait une transition avant U de T. Vous comprenez ces notions de en avance ou en retard? Ouais. Donc U de T moins T0. Donc U de T moins T0, ben, il vaudra 1 si T est supérieur à T0, et il vaudra 0 si T est inférieur à T0. Il y a un autre signal élémentaire qu'on appelle le signal porte. P de T, on le note P de T, signal porte. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier, ce signal porte? Ben, c'est un signal qui vaut 1 sur grand T, on peut voir ça comme un paramètre, une valeur positive, 1 sur grand T, dans l'espace moins T sur 2, T sur 2. En fait, c'est ce signal-là. Voilà le signal P de T. Donc, je représente le temps sur l'axe des abscisses, la valeur du signal sur l'axe des ordonnées, P de T. P de T, il vaut quoi? Il vaut 1 sur T, pour petit t, le temps appartenant
à l'intérieur de l'intervalle moins t sur 2, t sur 2. À l'extérieur, ben, je vais avoir P de t qui vaut 0. Donc, ça s'appelle le signal porte. Donc ce signal porte P de t. Si je vous demande de calculer sa surface, elle vaut combien? Elle vaut 1, exactement. Tout simplement. Pourquoi? Parce que sa base, elle vaut t, et il a une hauteur de 1 sur t, t fois 1 sur t, ça fait 1. OK? Alors imaginons maintenant que ce signal-là, vous prenez cette valeur t qui est ici, et vous la faites tendre vers 0. Qu'est-ce qui va comment ce signal porte va devenir? Si je fais tendre t vers 0. Donc si je fais rétrécir sa base, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir une hauteur qui, elle, va s'élever. Si je fais tendre t vers 0, je vais faire rétrécir la base. Et comme la hauteur, c'est 1 sur t, je vais, hop, il va aller avec une hauteur de plus en plus élevée. Mais que vaudra sa surface? Elle vaudra quoi? Elle vaudra toujours 1, exactement. D'accord? Donc le signal propre, il a cette particularité, c'est que sa surface vaut 1, quel que soit en fin de compte c'est la valeur de t. D'accord? Donc pareil, P de t moins t0, ben, c'est un signal qui est tout simplement retardé de t0. D'accord? Et je vais donc me retrouver avec le signal que vous voyez ici, et qui a donc été translaté d'une quantité égale à t0. OK. Alors, donc, on va maintenant parler d'un signal qui s'appelle l'impulsion de Dirac. L'impulsion de Dirac. Donc, l'impulsion de Dirac, c'est quoi? C'est en fin de compte le signal pop avec la limite quand t tend vers 0 de ce signal pop. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si je regarde le signal, qu'est-ce que je constate? Que quand je vais faire tendre ce paramètre t vers 0, donc quand je vais rétrécir la base, je vais élever la hauteur. Je vais la rétrécir jusqu'à un point infiniment petit ici, 0, vers 0. Donc qu'est-ce qui va se passer? La hauteur, elle va tendre vers plus l'infini. Mais, si je calcule la surface, elle vaudra 1. C'est la raison pour laquelle vous avez donc l'impulsion de Dirac qui est définie comme étant la limite quand t tend vers 0 de P de t. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'impulsion de Dirac, quand on va la caractériser par des équations, on va dire que elle vaut 0 pour t différent de 0. Hein? Pour tous les instants t différents de 0, 0. Et pour t égale à 0, ben elle est, boum, infinie. C'est une impulsion qui est infinie.
Et qu'est-ce qui la caractérise? Ben, le fait que son intégrale, de moins l'infini à plus l'infini, vaut 1. C'est ce qu'on appelle l'impulsion de Dirac. D'accord? C'est un objet mathématique idéal, c'est-à-dire une impulsion qui existe, enfin qui a une valeur infinie en 0, et quand je l'intègre, ben, j'obtiens 1. Tout le monde comprend pourquoi quand j'intègre, j'obtiens 1? L'impulsion de Dirac retardée, ben c'est tout simplement l'impulsion de Dirac que j'ai ici, que je vais retrouver en T0. Là. D'accord? Alors, si maintenant, je m'intéresse à, si je prends maintenant l'impulsion de Dirac, je la multiplie par une fonction et que j'intègre ce produit, qu'est-ce que je vais obtenir? Là, je vais obtenir la valeur de la fonction en 0. Alors, pourquoi est-ce que j'obtiens, en fin de compte, la valeur de la fonction en 0? Donc, si on regarde un peu si on regarde la démonstration, qui n'est pas qui est en soi-même, je dirais, même assez facile à comprendre. Voilà. Donc, l'impulsion de Dirac ici et une fonction ici. Donc là, ici, c'est le temps. Là, c'est l'impulsion de Dirac. Et ça, c'est la fonction f de t. Bon, alors. Donc, on va chercher maintenant à évaluer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'impulsion de Dirac que multiplie une fonction continue, f de t, et bien sûr, j'intègre par rapport à t. Donc ici, dt. Voilà. Alors, comment je peux analyser cette intégrale? Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la découper en 3 intégrales. Qui peut me dire lesquelles? 3 intégrales. Oui? La partie qui est inférieure à 0, qui est inférieure à 0, Oui, voilà, c'est à peu près ça. Je dis bien à peu près parce qu'il faut quand même un peu plus préciser les choses. Effectivement, je vais pouvoir écrire que ça, c'est égal. Donc, cette quantité-là, hop, ben, c'est égal à l'intégrale de moins l'infini à moins epsilon. Je vais prendre un epsilon, une quantité assez proche de 0, d'accord, que j'appelle epsilon, quantité positive. Donc, cette intégrale-là, c'est l'intégrale de moins l'infini à moins epsilon. Donc, je vais remettre toute cette quantité ici. Plus, je vais reprendre encore la même quantité et je vais aller cette fois-ci de moins epsilon à epsilon, tout simplement. Voilà. Donc, je vais encore remettre cette quantité ici. Et la dernière, plus encore,
cette fois-ci, je vais aller de epsilon à plus l'infini. Donc, je vais mettre cette quantité encore. Alors, qu'est-ce que je peux dire de la première quantité, de moins infini à moins epsilon? Elle vaudra combien? De moins l'infini à moins epsilon. Elle vaudra 0, exactement. Pourquoi? Parce que de moins l'infini à moins epsilon, l'impulsion de Dirac vaut 0. Donc forcément, je vais avoir 0. Donc ici, tac, ici, là, cette première intégrale qui est là, elle vaudra 0. Qu'est-ce que je peux dire de celle-là? Elle vaudra 0. Alors, c'est celle-là maintenant qui me pose problème. Celle de moins epsilon à epsilon. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec celle de moins epsilon à epsilon? Comme epsilon est très très petit, je vais pouvoir dire qu'en réalité, cette intégrale-là, ici, donc cette intégrale ici où j'ai delta t f de t sur moins epsilon epsilon, comme ma fonction f de t est continue, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que sur ce petit intervalle, je peux voir ma fonction f de t comme une... Comme quoi? Comme une constante. Exactement. Comme une constante qui vaudrait combien? Puisque je suis autour de moins epsilon epsilon. F de epsilon, qui est proche de 0, donc F de 0. Effectivement. Donc effectivement ici, je vais pouvoir approximer sur l'intervalle moins epsilon epsilon, je vais pouvoir dire comme quoi f de t est très proche de f de 0. Et par conséquent, dans cette intégrale-là, comme maintenant j'ai affaire à une constante, je peux la sortir. Je vais donc me retrouver avec quoi? Je vais donc me retrouver avec f de 0 que multiplie intégrale de moins epsilon à epsilon de l'impulsion de Dirac. Et l'intégrale de moins epsilon epsilon de l'impulsion de Dirac, elle vaut combien? Elle vaut 1. Donc, je vais me retrouver en fin de compte avec f de 0. Donc, vous comprenez tous pourquoi, en fin de compte, intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t delta t dt, ben c'est égal à f de 0. Alors, petite parenthèse par rapport au TP, vous avez des TP de machine électrique. Oui, vous avez tous pris connaissance de ça avec M. Enchari. Et ce sont des TP qui se font en présentiel. Donc, j'ai informé le délégué de la promotion. J'aurais bien aimé, je ne sais pas si vous pouvez le faire, vous le déléguer, d'avoir une liste des étudiants qui ne vont pas pouvoir être présents.
qu'on puisse trouver une alternative à ces étudiants-là. Il va falloir trouver une alternative aussi bien pour les TP. Donc vous avez vu M. Gilles ce matin. C'est pas quelqu'un, c'est un très très bon professeur. C'est pas quelqu'un avec qui on peut négocier facilement. Ah ouais, ça rigole pas. Présentiel, c'est présentiel. Il n'y a pas, je n'ai pas de certificat, je ne veux pas le savoir. Par contre, il m'a donné l'autorisation à moi de trouver une alternative à CTP. Bon, c'est un projet que je dois rédiger et que les étudiants devront faire. Il faudrait que je puisse avoir ces pistes. Je ne peux pas vous aider autrement. Si je reste sur la base de M. Gilles, c'est zéro. Parce que lui, il est de l'université, et moi, après, les montagnes des étudiants seront zéro. Moi, je me retrouve à devoir traiter des 4-0. Après des 4 Covid, ça va être des 4-0. Ok, donc on se revoit demain. Monsieur, Oui. j'ai deux questions. La première, c'est le cours. Est-ce que vous allez nous l'envoyer? Le cours, ouais, je vais vous l'envoyer. Ok. Et la deuxième, c'est cette semaine, j'ai vu que j'avais un TP en machine électrique. C'est du présentiel? Oui. D'accord. Et donc, pareil pour la matière, enfin, programmation Java, et c'est pareil, c'est ça? Alors, pour la programmation Java, c'est avec Madame Soa Miadana. Et je pense qu'avec Madame Soa Miadana, il est prévu que vous le fassiez, je crois, en hybride. Mais il faut quand même voir ça avec elle. Soit en présentiel. Vous pouvez lui envoyer un mail pour avoir plus d'informations. D'accord, parce qu'on n'aura pas les informations sur l'hyperplanning, comme pour les autres cours? Alors, je pourrais éventuellement lui demander, parce que comme c'est pas moi qui gère son planning, c'est plus Jacques Philippe. Vous voyez qui c'est, Jacques Philippe? Oui, oui, oui. Voilà. Ou vous pouvez demander à Monsieur Jacques Philippe. Ok, d'accord. Voilà. D'accord. Donc, comment dire, en général, les matières où, sur l'hyperplanning où il y a écrit que c'est que du présentiel et il y a une salle, c'est un cours en présentiel. Il n'y a pas de distanciel. Dans l'idée. Alors, moi, dans l'idée, c'est qu'en fin de compte, à part les TP, je ne veux pas non plus vous contraindre à du présentiel obligatoire. C'est-à-dire que je dis au prof qu'il doit quand même donner la possibilité à ceux qui sont à distance de pouvoir faire ce TP. Voilà. D'accord, mais parce que vendredi, il y a un cours d'électronique avec Madame Dou. Enfin, moi, j'ai. Et il y a écrit la salle, c'est en labo. Madame Dou? Ouais, oui, justement, c'est pour ça que j'ai pas compris, mais je sais pas, sur l'hyperplanning, ça s'affiche ça. Avec Madame Dou. Attendez, moi, je ne gère pas Madame Dou. Hein. Ah bah écoutez, je sais pas, moi j'ai mon hyperplanning là sous les yeux et le vendredi 7 mai, j'ai un cours à 13h jusqu'à 14h30 avec Madame Dou. Quel vendredi? Vendredi 7 de cette semaine. Et vous êtes en AE, mais Madame Dou, elle enseigne en classe prépa. Ah bah je sais pas, c'est sur mon hyperplanning. C'est sur votre hyperplanning. Vous êtes dans quel groupe? Je suis dans le groupe 2. C'est pas possible ce que vous m'avez raconté. Ah bah je peux vous envoyer une capture d'écran. Alors, attendez, je vais. Non, mais je peux regarder en même. Je peux vous. Là, vous voyez mon écran, vous? Oui. Ok, bah alors je vais aller dans Hyperplanning. Attendez, j'étais peut-être en train de dormir quand je l'ai fait votre planning, mais avec cette crise, de toute façon, on peut s'attendre à tout. Attendez, parce que là, je suis un peu étonné dans ce que vous me dites, mais vous voyez là mon écran. Donc, Oui. je vais aller sur promotion, emploi du temps. Donc, vous êtes bien ECAM PMI 1AE. C'est ça. Ok, alors attends, je vais y aller. 1AE. Voilà. Et donc, vendredi 7 mai. Oui. Vendredi 7 mai, qu'est-ce que je vois? Je vois d'abord, il n'y a que de l'anglais l'après-midi. Et le matin, je vois un TP de machine électrique. Bah écoutez, j'en sais rien. Après, si vous pouvez aller sur l'hyperplanning, mon hyperplanning, vous allez voir en direct que moi, il y a écrit électronique. Alors après, peut-être que c'est pas un cours, j'en sais rien. Non, revérifier. À mon avis, il faut revérifier. Et ensuite, en bas, vous avez
groupe 1, groupe 2. Donc ça, c'est quoi? C'est la matière Java. Et ça, c'est la matière Java. Voilà, c'est ça. Voilà ce qu'il y a, voilà ce que je vois. D'accord? Donc si parce que si vous voulez, c'est pas que je vous crois pas, hein, je remets pas en doute ce que vous dites, mais sauf que moi, je ne gère pas Madame Dou. Donc, j'ai pas pu mettre un cours où j'ai mis Madame Dou. Ça veut dire que je suis complètement à la masse, quoi. Je mets un prof que je gère pas. Donc, c'est pas possible. Bah écoutez, je sais pas, après si vous pouvez, je pense que vous pouvez taper dans la barre de recherche mon nom directement, Blanc G7 vous allez voir, hein, moi je. À moins que vous ayez le même login que quelqu'un qui a le même nom que vous et qui est en classe et qui est en prépa. Ah, j'ai mon petit frère, j'ai mon petit frère qui est en année préparatoire. Ah, bah voilà, c'est peut-être ça le problème alors. C'est que vous êtes sur D'accord. vous êtes sur le planning de votre frère, en fait. Ah non, bah non, enfin là, c'est mon planning à moi, hein. C'est mes codes à moi, tout ça. J'ai mes cours, microcontrôleurs, théorie du signal, et ils mettent électronique avec Madame Dou le vendredi 7 mai. Alors peut-être qu'il y a une mais vous dites que vous avez un frère en prépa. Ouais, c'est ça. Ben, peut-être qu'il y a, je sais pas, il y a un petit problème avec vos deux logins et que le système il se mêle un peu les pédales. Voilà. Mais moi je vous Bon, rassure. d'accord, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas, voilà, j'ai pas cours, quoi, avec Madame Dou. Ah non, ouais, je vous rassure, vous n'avez pas de cours avec Madame Dou. D'accord. Il n'y a pas de problème de ce côté. C'est bon? D'accord, eh ben, merci, bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Oui. Oui. Moi, ici, on a deux questions. Oui. Notamment pour les. Est-ce qu'il y aura des partiels dans quelle matière il y aura des partiels sur